de rentrer dans cette bagarre. Parce que pour nous, le problème, ce n'est pas la majorité ni l'opposition. Le problème, c'est quel projet de société pour le Burkina Faso. Quelle communion nous pouvons faire avec tous les citoyens pour aller au développement. N'oublions pas que nous sommes un pays sous-développé, extrêmement pauvre. Tant que les élites ne vont pas fusionner, s'entendre, on ne pourra jamais se développer, quelle que soit la personne qui va arriver aux affaires. C'est pour ça que nous préférons dire notre projet de société, c'est de fédérer tous les pays africains, mais c'est de faire en sorte d'abord qu'au Burkina Faso, il y ait une fusion des élites. Malheureusement, cette génération a échoué à le faire. Cette manière de voir a été un peu prônée par Herman Yamego à l'époque, qui a estimé qu'il fallait aller au-delà des lignes idéologiques pour penser au développement du pays, mettre les intérêts du Burkina en priorité. Finalement, ça n'a pas beaucoup marché. Est-ce que vous ne prêchez pas dans le désert? Non, mais Herman fait partie de la génération que nous décrions. Nous disons que nous sommes dynamiques, nous sommes une nouvelle génération, nous prônons l'unité de l'Afrique. On aura le temps peut-être de revenir là-dessus, parce que nous ne comprenons même pas que l'UEMOA, chaque pays essaie de se débattre pour se développer, ce n'est pas une possibilité. Et nous, notre génération, n'aura aucun complexe à signer cette unité politique. C'est une question de vivre le monde tel qu'il est actuellement et de comprendre aussi que les idées d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Leur génération a véritablement apporté sa contribution. Maintenant, elle n'a plus les solutions. Ça devient à peu près du bricolage. Comment j'accède au pouvoir, comment je me maintiens au pouvoir. Nous ne sommes pas là pour le pouvoir, nous sommes là pour nous battre pour le développement du Burkina. Cela passe nécessairement par un sacrifice que nous acceptions. Ça veut dire que nous refusons de nous positionner par rapport à l'un ou l'autre camp. Nous nous battons en toute conscience pour que les citoyens burkinabés soient sensibilisés et comprennent que c'est eux qui ont le véritable pouvoir. C'est pour ça qu'il faut saluer même le taux de participation exceptionnel, parce que ça commence à prendre. Et c'est sur cette dynamique que nous sommes confiants que, dans tous les cas, le changement va arriver tôt ou tard au Burkina. Mais parlant de bagarrer, vous avez donné un exemple où vous parlez de 22 ou 23 conseillers que vous avez sur 48. Il faudra bien vous allier à quelqu'un pour pouvoir gérer cette mairie si vous voulez le faire, parce que vous n'avez pas la majorité absolue. Donc vous allez travailler sans doute avec un groupe de personnes que vous ne portez pas beaucoup dans votre cœur. Non, ce n'est pas qu'on ne les porte pas dans notre cœur. On les porte dans notre cœur, seulement nous ne sommes pas d'accord avec leur manière de faire. Vous allez travailler avec eux comment? Et comment on veut faire à Bagré? Si vous voulez les voix du CDP ou les voix de l'UNIR PS à Bagaré. Vous savez, à Bagré, c'est carrément la gestion locale. Et la gestion locale a besoin de fédérer toutes les compétences. Nous, la priorité, c'est de prendre toutes les compétences. Moi, ça ne me gêne pas. Je suis même candidat pour être maire de Bagré. Ça ne me gêne pas que le premier adjoint soit de l'UNIR, que celui qui va aller au conseil régional soit du CDP. Parce que c'est une question de développement local. Si vous partez pour vous battre à Bagré pour une question de pouvoir, de positionnement, et vous faites monter les médiocres, mais vous n'allez jamais vous développer. Donc notre philosophie, c'est quoi? Le temps de l'élection, c'est le temps de la conquête du pouvoir sur la base de projets. Une fois que le pouvoir a été conquis, il faut se mettre ensemble pour travailler. C'est comme ça que tous les pays font pour se développer. Même les grands pays, l'opposition est constructive. Une fois qu'il y a une majorité qui se dégage, il faut aider cette majorité à réussir. Donc les critiques qu'on porte, ce sont des critiques constructives. Donc nous lançons un appel. Et nous rentrons même pour travailler avec nos conseillers municipaux, contacter les groupes comme le CDP et l'UNIR PS pour dire nous avons surtout besoin de compétences pour aller au développement pendant les 5 ans à venir. Alors, que tous ceux qui ont des idées ou des critiques puissent le porter librement au conseil municipal, mais donnons-nous la main pour aller au développement. C'est ça notre priorité. Alors, avant de parler du bilan de cette campagne à laquelle vous avez pris part, vous avez parlé donc de panafricanisme, d'unité africaine. On a vu le guide Kadhafi, avant sa mort, prôner l'unité africaine, mettre tout en œuvre pour y arriver. Ça n'a pas beaucoup fonctionné. Comment vous l'expliquez? Est-ce que cette unité africaine, finalement, sera réalité un jour? Non, je pense que d'abord, Kadhafi, il voulait beaucoup plus avoir un pouvoir sur toute l'Afrique et d'unir l'Afrique. Ce n'est pas le meilleur exemple. Nous, nos référents ne sont pas Kadhafi. En tout cas, il est considéré comme un des panafricanistes de ces dernières années. Bon, c'est les actes qui comptent, ce ne sont pas les paroles. Et on a vu que c'était un dictateur sanguinaire et ce n'est pas notre modèle. Notre modèle, c'est beaucoup plus Kwame Nkrumah, c'est Nelson Mandela. Et nous disons que l'Afrique ne sera pas unie en un seul pays autour d'une fédération de 54 États. Ça nous paraît impossible parce que les réalités géographiques et historiques ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que nous prenons une confédération de l'Afrique
C'est-à-dire, allons d'abord à une fédération de 5 régions naturelles. L'Afrique de l'Est, ils ont les mêmes réalités, ils peuvent se regrouper. À l'Afrique de l'Ouest, il y a la CEDEAO qui est un bon modèle. On peut aller à une fédération de la CEDEAO, mais avant même la fédération de la CEDEAO, nous pensons que l'UEMOA est un modèle très avancé qui peut nous permettre d'ici une dizaine d'années d'aller à une fédération de l'UEMOA parce que nous avons la même langue, la même monnaie. Une fédération, ce serait quoi? On a déjà la même monnaie, on a la même langue à peu près, en dehors de la Guinée-Bissau qui est plutôt lusophone. Et cette fédération, elle signifierait quoi? Mais c'est surtout un acte politique. Un chef d'État unique? Oui, un chef d'État comme aux États-Unis unique, avec des gouverneurs dans les autres pays. Et un pays unique qui va fédérer toutes les énergies. Mais regardez un peu toutes les crises qui secouent l'Afrique de l'Ouest. C'est la faiblesse des États. C'est la faiblesse des États qui fait que toutes ces crises sont en train de prospérer. Et aucun de nos États n'a un avenir seul, parce que nous sommes des micro-États avec des ressources très limitées. Alors la fédération politique va régler d'abord la question de la démocratie, parce que aucun parti politique n'aura le pouvoir de manipuler ou bien d'acheter des consciences au cours d'une élection. Les peuples sont déjà intégrés parce que ça c'est une réalité historique. Maintenant, il faut une volonté politique affichée pour aller à une fédération qui puisse nous permettre d'avoir un président unique, de mutualiser nos ressources et d'aller au développement. Regardez tous les pays émergents. Aucun pays émergent aujourd'hui n'a moins de 200 millions d'habitants. Sauf l'Afrique du Sud qui fait partie du lot, qui a autour de 34 millions d'habitants. Un pays comme le Burkina a 16 millions d'habitants. Même l'UEMOA aura autour de 80 millions d'habitants. 80 millions d'habitants, c'est la même population que l'Éthiopie ou l'Égypte. Ce n'est même pas assez. Mais c'est un grand pas vers le développement. Donc, est-ce que ces États seront d'accord pour laisser tomber une partie de leur souveraineté? On se souvient que des pays comme la Côte d'Ivoire à l'époque avaient dit qu'ils ne seraient pas la vache laitière des autres. Ça, c'est des indices et des paramètres à prendre en compte. On n'a pas les mêmes intérêts quand on passe d'un pays à l'autre. Non, mais c'est pour ça que nous parlons de vision politique de génération. Nous comprenons aujourd'hui que si les États-Unis se sont faits, il y avait des États qui n'avaient pas beaucoup de ressources et d'autres avaient plus de ressources, mais ils ont compris que l'unité les donnait aussi une certaine force quelque part. Regardez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a été déstabilisée pendant 10 ans, mais elle a fait appel à la CEDEAO quand ça n'allait pas. Après la crise post-électorale, le Mali fait appel à la CEDEAO. C'est pour dire que chaque pays pris individuellement comprend qu'il n'a pas la force d'aller au développement. Maintenant, il faut une volonté politique. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a de bonnes ressources. Il suffit que du pétrole apparaisse dans le désert du Mali pour que le Mali soit la vache laitière de l'UEMOA. Donc personne ne peut prédire l'avenir. Alors, mais une fois que vous êtes ensemble et que vous avez un projet commun, vous êtes plus fort. Et c'est ce que nous disons et c'est ce que nous prônons. Alors, par rapport à ces élections, est-ce que vous avez une idée du nombre de voix finalement au plan national que le MAP a pu engranger? Les résultats provisoires sont tombés? Oui, les résultats sont tombés. Nous avons eu autour de 11 700 voix, ce qui n'est pas assez. Sur l'ensemble du pays? Sur l'ensemble du pays. C'est vraiment, c'est limite. C'est vraiment limite, mais nous étions dans 4 provinces et nous avons beaucoup plus mis l'accent sur les élections locales. Parce que pour nous, le développement se fait d'abord à la base. C'est plutôt la province du Passoré, votre... Non, il y a le Passoré, il y a le Yoba, le Kadjogo aussi, on a eu 2000 voix. Et à Bobo aussi, où on a eu 500 et quelques voix. Pour un jeune parti, nous pensons que c'est encourageant, surtout que notre positionnement fait que, bon, on nous a tapé dessus de part et d'autre, mais nous acceptons. Nous disons que ce n'est pas assez. Ce n'est pas lié seulement aux effets externes, notamment à la fraude tant décriée. Mais nous avons fait une analyse aussi pour dire que oui, il y a des choses que nous devons améliorer au plan interne. Nous reconnaissons qu'il faut améliorer la stratégie, il faut élargir la base, il faut travailler, il faut aller à la sensibilisation. Maintenant, il y a eu aussi des effets externes comme la fraude, les achats massifs la fraude, on avait la biométrie quand même qui a permis de régler en partie cette question. Vous pensez qu'il y a eu des fraudes massives dans le cas de ces élections? Non, mais vous savez, la fraude profite des failles. C'est vrai, on a fait la biométrie, mais en temps, il était question qu'on puisse voter obligatoirement avec la carte d'identité et puis la carte d'électeur. On a sauté la carte d'identité. Et vous avez tous constaté que même le président de la CENI a reconnu qu'il y avait des achats de cartes d'électeur. À quel dessein? Parce que la photo sur la carte d'électeur est floue. Moi, je suis sûr que comme nous avons presque la même corpulence, je peux voter avec votre carte d'électeur.
Quand vous pouvez voter avec la mienne s'il n'y a pas la CNIB. Donc, c'est des possibilités de fraude. Une autre faille aussi dans le système est liée au fait qu'on a numéroté la chouche du bulletin de vote, mais le bulletin n'avait pas de numéro. Ce qui veut dire que quelqu'un de mauvaise foi qui a pu avoir des bulletins pouvait faire des opérations de pré-vote, donner à des citoyens qui sont dans la misère et leur dire, bon, vous partez juste me mettre les bulletins, vous me ramenez les autres et vous prenez de l'argent. Donc ce sont ces quelques failles que nous dénonçons dans le système pour dire qu'il faut forcément l'améliorer. Est-ce que c'est des situations qui pouvaient véritablement changer le cours des résultats? Est-ce que c'était aussi massif au point de changer les résultats? Non, là, ou bien c'est des failles que vous détectez comme ça de manière isolée? Non, c'est les failles du système pour éviter la fraude. Et puis bon, on a vu que les résultats ont tardé à tomber au niveau de Ouagadougou parce qu'il y avait un contrôle beaucoup plus accru des partis politiques. Et tout cela, ça montre que bon, on a encore du chemin à faire. On a encore du chemin, mais nous disons qu'une élection, c'est un temps de bataille. Le plus important, c'est le pays. Il faut apaiser les esprits, travailler au développement. Alors, un mot sur les principales formations politiques qui étaient en compétition. Le CDP se maintient, il reste majoritaire avec environ 70 sièges. Votre analyse? Non, nous disons que globalement, le parti au pouvoir est majoritaire au Burkina. L'opposition est minoritaire. Le CDP, c'est vrai, a reculé un peu parce qu'ils avaient 73 sièges. Le seul parti qui a véritablement progressé, c'est l'ADF-RDA. Sinon, tous les autres partis se sont maintenus. Donc, ils ont reculé puisque l'Assemblée a eu 16 députés de plus. Et nous saluons aussi l'effort considérable et nous félicitons l'UPC, qui est un jeune parti. Qui réalise une percée. Au niveau de l'ADF-RDA, 18 sièges, il se renforce, c'est cela. Oui. Alors, l'UPC qui effectue une percée, après 2 années d'existence, comment vous l'appréciez? C'est dû à quoi selon vous? Non, c'est dû à, d'abord, il faut reconnaître que le parti a sûrement pu avoir une base beaucoup plus large que les autres nouveaux partis. La crédibilité aussi de son président quand même, qui a été ministre, qui a été aussi un haut fonctionnaire international, donc qui a une base relationnelle de cadre beaucoup plus large, qui ont pu porter le projet. Et il y a aussi l'aspiration au changement. Quand vous regardez un peu les résultats, en 2007, l'opposition était beaucoup plus fragmentée. Mais il y a déjà un signal fort qui veut que l'opposition puisse être regroupée autour d'un leader, d'un pôle unique, c'est-à-dire l'UPC qui a 19 sièges, pendant que les autres partis qui arrivent juste derrière sont à 4 sièges. L'UNIR-PS est à 4 sièges, l'UNIR-PS qui occupait le poste de chef de file de l'opposition. Donc ça veut dire que... Ça redessine les cartes, tout ça. Oui, l'analyse qu'on peut faire, l'analyse brute, c'est que oui, il y a une volonté de regroupement de l'opposition derrière un leader qui est notamment l'UPC. Et ça souffre d'aucune contestation parce que l'UNIPS avait 4 sièges, il y a d'autres partis qui avaient 2 ou 3. Il y avait beaucoup de tensions autour du chef de file qui n'avait pas cette légitimité nationale. Maintenant, l'UPC a une légitimité véritable parce qu'il a 19 sièges et que l'UNIPS a 4 sièges. Donc, c'est un appel à un regroupement de l'opposition, ce qui a manqué même au cours de ces élections. Et les partis qui se sont dispersés de l'opposition ont été sanctionnés. Le parent est sorti, le PAI et d'autres partis sont sortis de l'Assemblée. Le PDP-PS de Feu Kizerbo sont sortis de l'Assemblée. Donc, cette analyse-là nous dit que oui, il faut un regroupement de l'opposition pour porter maintenant l'échéance prochaine qui sont les présidentielles. Est-ce que vous êtes prêt à participer à ce regroupement, à abandonner en griffe votre MAP et aller justement dans le cadre d'un grand mouvement de l'opposition? Mais ça, ce n'est pas une décision personnelle. Nous sommes un parti politique structuré qui se veut démocratique. Le président ne peut pas décider qu'on abandonne le parti. Mais nous disons que nous continuons à prôner que le pouvoir doit revenir à la jeunesse. Mais ça ne nous gêne nullement que d'aller participer à un groupe. Parce qu'il faut participer aussi au cercle d'influence. On ne pourra pas rester éternellement isolé. Nous poursuivons la réflexion à savoir si nous devons rallier un bord pour essayer de l'influencer, pour essayer de faire en sorte qu'au sein des autres partis aussi, la jeunesse puisse monter. Certains estiment, parlant de l'UPC, que son responsable, qui a été ministre plusieurs fois, vous l'avez dit, est comptable également des mots qui sont décriés actuellement concernant le Burkina Faso. Quelle est votre analyse? Non, notre analyse, c'est qu'il ne s'agit pas même de trouver des boucs émissaires. Aujourd'hui, le plus important, c'est l'avenir. Est-ce qu'on fait en sorte que l'avenir du Burkina soit meilleur que son passé?
Parce que le passé, malheureusement, on ne peut pas le changer. Vous savez, si moi je pouvais repartir une seconde avant la tragédie du 15 octobre 87, je serais reparti pour corriger l'histoire. On ne peut pas corriger le passé. Alors faisons en sorte que l'avenir soit meilleur. On ne va pas jeter de l'opprobre à qui n'a pas été ministre du président Compaoré parmi tous ceux qui sont à l'opposition actuellement. Même l'UNIR-PS a participé à un gouvernement d'union nationale à une certaine époque. Donc le plus important pour nous, c'est l'avenir. C'est pour ça que nous ne comprenons même pas ce débat qui vise tout le temps à nous ramener en arrière. Regardez l'Afrique du Sud. Ils ont pu faire un bon qualitatif parce que tout simplement Mandela a eu le courage de dire la seule façon de régler les problèmes du passé, c'est de faire en sorte que l'avenir soit meilleur. Et ça, c'est aussi notre philosophie. L'UNDD d'Herman Yamego, qui a quand même un député au niveau de Koudgou, c'est excellent, c'est une bonne chose. Non, je pense que c'est à ce parti d'apprécier. Mais pour un parti qui a assez duré sur la scène politique, on peut quand même estimer que c'est un échec. Mais enfin, nous disons que l'UNDD enfin participe à des élections. Il faut comprendre que dans un processus démocratique, la seule sanction qui compte, c'est la sanction des citoyens. Est-ce qu'il faut aller aux élections sans conditions? C'est souvent ce que disait l'UNDD. Les conditions ne sont pas remplies pour que nous participons à ces élections. C'était un peu ce qu'on entendait. Mais si on veut réunir toutes les conditions, on n'ira jamais à des élections. Vous savez, la fraude, il est partout. Regardez les élections à l'UMP. L'UMP en France actuellement est paralysé pour des questions de fraude. Nous disons, c'est quand tu participes à un système que tu peux l'améliorer. On ne peut jamais changer un système de l'extérieur, sauf à faire un coup de force. C'est pour ça que le MAP est allé aux élections et que nous disons, oui, on peut toujours contester les élections, quelques résultats ça et là, mais le plus important, quand on regarde les tendances, c'est que la majorité veut du CDP, la majorité dans l'opposition veut de l'UPC, et que c'est autour de ces deux partis-là qu'il faut construire un certain avenir du Burkina, le stabiliser, quitte à ce qu'aux prochaines élections aussi, d'autres viennent avec des projets que le peuple